Aujourd'hui, va nous parler du fortin de Gérolatte avec Jean-François Lucian, qui est adjoint au maire de la mairie d'Auzagne. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est le fortin de Gérolatte, véritable terrain d'expérimentation militaire génois, le parcours exceptionnel d'une tour isolée, mais novatrice, transformée en petite citadelle. Astrid, je te laisse la parole. Donc, vu l'urgence, donc Jean-François et moi, on est très heureux de pouvoir rendre quelque chose de cette expérience quand même qui s'est étalée sur presque 10 ans, de la fouille complète du fortin de Gérolatte et de sa restauration. Donc moi, je vais plonger dans le vif concernant la lecture archéologique du site, et Jean-François s'occupera de la partie chaîne opératoire dans la restauration. Je pourrais avoir un petit coup de main parce que je ne sais pas pourquoi. C'est sur la deuxième diapositive, peut-être que... Oups. Voilà. Oui, je pense que ça doit être... Donc, le fortin de Girolata dresse sa silhouette impressionnante au cœur d'un site splendide, encore préservé du reste du monde par la singularité de sa position et qui contrôle l'accès au golfe. Encore aujourd'hui, on n'y accède que par la mer ou à pied, par deux sentiers douaniers. Les quelques maisons qui composent le hameau se calent contre la barre montagneuse en fond, dans le sillage de l'éperon qui ancre le fortin. Seul golfe entre Calvi et Ajaccio, abrité des vents par les massifs environnants et disposant d'une source d'eau douce, essentielle à la survie, le golfe de Girolata bénéficie naturellement d'une position stratégique dans la navigation depuis l'Antiquité, en qualité de mouillage et d'escale commerciale ou barbaresque. En ce milieu de XVIe siècle, la protection de la Corse s'avère nécessaire car elle occupe une position stratégique dans le nouvel échiquier des routes commerciales de Méditerranée et l'élaboration d'un cordon de tours ceinturant le littoral dès les années 1530, avec plus ou moins de succès, est amorcée par l'Office de Saint-Georges, puissante institution financière génoise contrôlant l'île. Notre fortin, évidemment, en fait partie. En ouverture nécessaire, le patient travail de recherche en archives, amorcé notamment par Antoine-Marie Gradiani, ici présent, rend lisible l'histoire du fortin et celle des chantiers successifs qui ont émaillé son montage progressif et souvent rocambolesque entre 1551 et 1611, mais aussi leur part d'ombre et de lacunes. Deux figures majeures accompagnent une telle réalisation. Dès 1551, Geronimo da Levanto, dit le Levantino, brillant ingénieur architecte, conçoit et amorce le chantier d'une tour unique, mais meurt brutalement. En bout de course, en 1610, Anton Sarola, militaire reconverti en architecte, supervisera avec enthousiasme la réalisation d'une ligne de fortification. Un ravelin, dit-il, fait avec un beau dessin long de 544 palmis, soit 136 mètres, et ses deux beaux baluardos, autrement dit bastions. Entre les deux, l'histoire se tait, ou presque. Ainsi, au départ, il n'est question que de l'édification d'une tour isolée, élaborée par le Levantino avec rapport de chantier à l'appui. Ce qui frappe, c'est la grande vitesse à laquelle se font les travaux. À 90 ouvriers, il est vrai. Un bastion préalable pour défendre le site est monté en 22 jours et pour la tour, en comptant les temps de travail et d'interruption, en 2 mois, on est déjà à la dernière voûte de l'édifice. Le couronnement, avec ses machicoulis,
sera exécuté en 1 mois, compte tenu de la mort du Levantino et du flottement que cela a pu induire. À la réception de l'ouvrage, en 1552, les mesures prises lui attribuent une hauteur de 54 palmiers, soit 13,50 m, et précise qu'il est flanqué d'un baluardo avec terre-plein de 28 palmiers de haut, soit 7 mètres. Donc, dès le départ, la grosse question qui se pose, c'est ce terre-plein bastionné est-il primitivement prévu dans son projet? Aucune trace planimétrique ne nous reste pour en témoigner. Par contre, la lecture archéologique de l'édifice montre que l'émergence du fortin, tel que nous le voyons actuellement, s'est faite en plusieurs étapes distinctes, chacune avec ses caractéristiques propres. Ce que l'on remarque de prime abord, ce sont 2 tours curieusement embrochées. En les observant de plus près, on constate que la tour principale est soignée, quadrangulaire et régulière, avec une base talutée et un montage à angle vif très bien exécuté. Alors que la seconde forme un terre-plein triangulaire en appui sur 3 pointes arrondies, de forme irrégulière et dont le sommet n'est pas aligné sur celle de la tour, la dominant d'un lit de pierre. Or, un sondage effectué au pied de la jonction entre les 2 tours révèle qu'elles partagent la même base constructive talutée, issue du socle rocheux taillé dans le prolongement du glacis, et qui dessine même l'inflexion marquée par le pli qu'imprime le brochage de la base du terre-plein sur celle de la tour. Et le système de litage lié à l'édification des 2 structures montre également des corrélations de montage, avec un alignement partagé des lits et des trous de boulins pour les échafaudages. Enfin, des séquences encore bien alignées d'un même liant et des passes d'un même enduit établissent une liaison continue entre les 2 structures. La réalité est encore plus surprenante à l'étage. L'unique porte visible d'accès se repère au nord dans la tour 2. Or, celle-ci est secondaire car elle s'avère percer une configuration primitive qui marque la continuation du même pli. En intérieur, après décroutage, la lecture se précise et montre une base continue entre les 2 structures sur plusieurs assises. Sur celle-ci s'amorce la chaîne d'angle de la tour maîtresse, ainsi qu'un pilier qui la prend en écharpe. Un même phénomène s'observe sur l'autre point de jonction avec la tour, au sud-est. En extérieur, le pli se tricote selon une alternance d'une assise sur 5 entre les 2 structures, tandis qu'en intérieur et à l'étage, un pilier arrondi prend en écharpe l'angle opposé de la tour, vraisemblablement en appui sur la même base que son vis-à-vis. L'analyse de bâti sur l'ensemble de la pièce dégage au final une composition initiale tout autre, faite d'une terrasse défensive avec parapet, meurtrière en batterie, échauguette d'angle et surtout une porte d'accès à l'opposé de l'actuelle, dans le retour formé par l'une des 3 pointes étoilées. À partir de ces éléments, il a fallu se rendre à l'évidence que la tour et son terre-plein formaient à l'origine un seul ensemble, cohérent et équilibré à partir d'un plan préconçu. Et que cette convergence architecturale est due au choix du concepteur de placer la tour directement sur le socle rocheux presque plat du sommet du promontoire, ce qui lui confère une stature imposante, tandis que le terre-plein situé en bordure de falaise assume un rôle défensif naturel. Sur cette face, il va donc utiliser la zone profondément ravinée pour agencer l'une des 3 pointes en bordure du précipice avant que celui-ci ne file abruptement vers la mer. Un sondage profond dans l'actuelle cour du Fortin a pu mettre au jour l'excellence du travail réalisé pour l'arrimer solidement au bord du ravin, rendant ainsi à la structure sa hauteur première et la force initiale de sa conception. Elle rejoint le rocher à 7 mètres en contrebas, mais ne dégage qu'un faible talutage de 1,70 m en fond, clos transversalement par une muraille défensive qui en épouse parfaitement l'oblique. Là encore, les 2 maçonneries partagent un enduit commun dans un très bon état de conservation sur toute leur portée. Sa qualité matérialise la facture initialement visible du terre-plein. L'arrêt de l'enduit sur le rocher émergent
nettement taillé à l'oblique, dans le prolongement du mur taluté sur au moins 80 cm, assure à celui-ci d'être hors d'eau. Sa hauteur initiale ainsi rétablie rend la terrasse dès lors inaccessible sur cette face. À la base du rocher taillé, un sol de travail en terre compressée confirme par 5 céramiques des ateliers de Valence et de Pise son attribution au XVIe siècle. Là intervient un point encore non éclairci et fondamental, celui du bastion préalable. Dallo nostro bastione di Girolate. Excusez l'accent, je ne suis pas trop au point en italien. Le Levantino met 22 jours à le construire. Ce qu'on apprend par les archives, c'est que le 21 octobre 1551, il rencontre le gouverneur à Bastia. De bouche, il lui signale l'importance de cette nouvelle construction d'un bastion qu'il faudra bien faire défendre par des soldats et de l'artillerie, jusqu'à, dit-il, ce que la tour soit en forteresse. Le gouverneur affirme soutenir cette proposition. Il ne s'agit donc pas de simple levée de terre, mais à la cadence qui s'impose sur le chantier d'une véritable construction. C'est d'ailleurs la seule mention du bastion qui est donnée durant tout ce premier temps de construction, sous la gouverne directe du Levantino. Par contre, on se rappelle qu'en 1552, à la réception de l'ouvrage, qu'il est déclaré l'existence d'une tour et de son baluardo avec terre-plein qu'il flanque de 7 mètres de haut. Avec les éléments dont on dispose maintenant, on peut raisonnablement poser l'hypothèse d'un bastion préalable sous la forme de la base commune aux deux structures, réutilisée directement comme terrasse défensive pour la construction finale de l'ouvrage, la tour étant alors en forteresse. Mais ce n'est pas tout. Une première fortification transversale y répond dès l'origine, porteuse des ennuis initiaux. Le point choisi est la ligne de démarcation entre zone accessible et ravin, décalée sur chaque versant et rejoint par une muraille de part et d'autre, d'où leur angle fermé. L'adjonction de l'éperon du promontoire comme périmètre extérieur protégé à partir d'une première enceinte transversale est donc immédiate et également plus complexe qu'il n'y paraît, comme le traduit le porche unique d'accès pris dans la muraille et le chemin de ronde qui l'allonge du côté est. La mise au jour de ce dernier est éloquente et inscrit un véritable dispositif défensif rectangulaire fermé par une muraille parallèle à la fortification. L'espace ainsi enclos est rythmé par le découpage de la pente abrupte contre l'enceinte en 3 paliers portant chacun 3 meurtrières. L'important décrochement obtenu est compensé par un escalier continu, bon là très mal conservé, mais dont certaines marches en briques ou en moellons prolongés par des empreintes dans le rocher en permettent la restitution partielle. Mais surtout, la base de la zone est associée à une porte en briques prise dans cette muraille et qui contrôle la circulation à partir d'un unique chemin bas longeant la bordure de la falaise d'un côté et le chemin pourtournant de l'autre pour remonter vers le promontoire. La lecture archéologique met ainsi en lumière toute la dynamique planifiée de cet espace primitivement fortifié. Ah mince, oups. La lecture archéologique met en lumière toute la dynamique planifiée de cet espace primitivement fortifié et qui s'avère investi et complexe. Des informations essentielles et concrètes ont été apportées et autorisent désormais d'affirmer que l'on accède initialement à la tour carrée par l'intermédiaire d'une porte fichée dans le pli de la face sud-est de sa terrasse bastonnée, à la fois protégée du vent et en contact direct avec l'unique portail de la fortification initiale, matérialisant l'éperon barré. Elle est accompagnée sur la même face par une meurtrière inversée et chapeautée par la trace d'un solin avec pente, à rase de parapet en plongée ou toiture. Par contre, la ligne défensive sud face à la mer ne rend pas compte en extérieur de l'installation intérieure
d'au moins 3 meurtrières, mais d'un grand rebouchage dans la façade, trace possible d'un boulet et liée au montage secondaire de la tour. À l'inverse, l'échauguette d'angle est pleinement validée avec sa terrasse, sa voûte, sa ligne de toiture et son intérieur circulaire, et une autre doit lui répondre sur l'angle opposé, en appui sur une trompe mise au jour au nord-ouest. Les traces d'un badigeon sur l'enduit initial extérieur confèrent à la terrasse et par extension à la tour une chaude couleur jaune d'or. On assiste dès lors à une mise en place initiale de la tour, ainsi défendue par son éperon barré et sa terrasse défensive. La tour carrée loge sur cette face sa propre porte et accueille une vaste citerne en fond, une cuisine à l'étage et une chambre au second, terminée par une terrasse d'artillerie avec machicoulis et possible échauguette dès le départ sur l'angle au nord-est, le tout selon une circulation verticale aménagée grâce à des trémies intérieures. On assiste dès lors à une mise en place initiale de la tour avec son ravelin orienté vers la mer par son éperon barré, à l'inverse de celle postérieurement montée en fortin et orientée vers la terre. Pour l'état 2, en fait, on a très peu de données. On peut dire que la tour a été privatisée entre 1553 et 1610. Et il s'agit en fait de la transformation de la terrasse en tour 2. C'est donc l'image de nos 2 tours embrochées. À l'orée du XVIIe siècle, l'Italie est à la pointe du progrès en matière d'artillerie et expérimente de nouveaux systèmes de défense. Le concept de tir croisé éliminant les angles morts a conduit à l'émergence de plans étoilés précurseurs des bastions, mais aussi celui du profil remparé qui donne à la courtine non plus des murailles épaisses, mais des maçonneries, de simples maçonneries renforcées de terre-plein et de contreforts en batterie, offrant une meilleure résistance aux attaques de l'artillerie devenue mobile. Un peu plus tôt, un autre ingénieur génois, le Fratino, conçoit pour la citadelle d'Ajaccio et celle de Saint-Florent une ligne bastonnée plus large que haute, pointant vers l'extérieur ses bastions. On y repère d'importants contreforts en batterie, venant épauler de l'intérieur le parement simplement taluté des courtines, comblé de terre pour amoindrir et infléchir l'impact des boulets de canon. Un cordon faisant larmier marque l'amorce du couvrement avec un chemin de ronde intérieur muni d'embrasures de tir. À Girolate, Sarola va expérimenter l'art de conjuguer les dispositions originales d'une tour génoise avec son terre-plein étoilé à celle d'une enceinte bastonnée. Choisissant d'intervenir sur la face opposée à l'éperon barré de la tour, il opte pour un important remblayage de la zone, compensant la pente naturelle grâce à des méthodes appropriées de drainage et de soutènement. Cette intervention va lui permettre de bâtir une vaste ligne de fortification, terminée par 2 bastions et dégageant une surface enclose moyenne de 950 mètres carrés. La lecture archéologique en rend tangible le montage encore expérimental. La base talutée est continue sur toute la portée de la ligne défensive. On la suit avec son parement lité et soigné, répondant en intérieur au même type de contrefort en batterie, placé perpendiculairement pour supporter la structure générale et rempli d'arènes granitiques compactées, terminées par des bourrelets d'argile. Tandis que la courtine à l'arrière n'est qu'une simple maçonnerie en dévers, le rôle principal est ainsi donné au véritable terre-plein que forme ce dispositif. En sommet de courtine et de bastion, les embrasures de tir sont des petites fentes destinées uniquement aux armes à feu portatives, tandis qu'un parapet plein répond à la face accidentée ouest. Des mesures spécifiques
visant à garantir un bon drainage, notamment à l'ouest où la configuration topographique crée un goulet d'étranglement susceptible de favoriser des accumulations d'eau menaçant la stabilité de la muraille. Dans ce secteur, on a observé des strates de matériaux successifs imposant des matériaux filtrants à partir de sable grossier et de gravats, c'est des débris de taille de pierre, stratégiquement disposés afin de drainer les excès d'humidité loin de la base de la courtine par l'alignement de 5 trop-pleins encore en place. Sur l'ensemble du dispositif défensif accréditant le fortin, on remarque une alternance d'angles arrondis pour les avancées défensives et d'angles vifs pour les jonctions arrière, mais aussi le soin apporté au parement extérieur avec ses fins litages, à la finition étoilée de ses bastions et à sa ligne épurée. Par contraste, en intérieur, la vision change. Le litage est irrégulier, les assises déchaussées, mal finies et altérées, rendant plus visible le manque de finition, devant être rattrapé par un même enduit couvrant. Ce contraste souligne l'importance accordée à l'apparence extérieure du complexe, simplement fonctionnelle à l'intérieur. Il est intéressant de noter le rattrapage maladroit des assises à la jonction de la courtine et du bastion ouest, comme s'il y avait eu, au moment de boucler la boucle de ce déroulé de fortification, une non-concordance entre les deux, d'où leur réajustement. Chaque bastion possède une base régulière et blanchie, mais ils ne disposent pas du même espace pour développer la pointe de leur forme étoilée. À l'est, là où le terrain est relativement plat, la pointe peut s'étendre librement, contrairement à l'ouest, dont le versant escarpé bride l'expansion, lui conférant un profil plus abrupt. Malgré cela, les deux bastions présentent une avancée triangulaire arrondie, encadrée de chaque côté par un retour en retrait relié à la courtine. Une seule échauguette reste sous nos yeux, vissée sur le sommet du bastion est et le dominant. En conclusion, on peut désormais affirmer que l'état initial de la tour est dès sa conception en forteresse, c'est-à-dire un complexe militaire défensif. Comme ingénieur, le Levantino s'essaye à la réalisation d'une structure bastonnée en préfiguration du plan étoilé des citadelles. L'approche concrète de l'archéologie nous permet ainsi de suivre à la trace cette traversée qui part de ce qu'il connaît vers ce qu'il expérimente. Il met en scène une tour carrée d'esprit médiéval, flanquée de son Ravellino, principe novateur et prototype tout-terrain. Un bastion étoilé dont les 3 branches permettent de s'adapter à tous les reliefs. Cette solution totalement inédite offre ainsi un double système de défense pour la tour à partir de son terre-plein bastionné, officiant comme terrasse d'accès avec la porte et défensive à partir de meurtrières en batterie et d'échauguettes. Quant à Sarola, il conçoit une ligne de fortification bastonnée, prenant en compte les toutes dernières avancées dans ce domaine. Il dégage ainsi une vaste cour avec une petite chapelle, un four à chaud, introduite par une barbacane sur l'ancien accès et magistralement terminée par 2 bastions avec échauguettes, parachevant la conception militaire du fortin sur le modèle d'une petite citadelle. À travers cet exemple unique et en miniature du site de Girolata, on assiste en direct à la mise au point de nouvelles modalités de défense par quelques ingénieurs inventifs. Le génie militaire génois va alors y puiser ses lettres de noblesse, transformant l'île en un véritable terrain d'expérimentation et donnant naissance à un paysage défensif structuré à la pointe des techniques de fortification occidentale de l'époque. Je vous remercie. Et aussi un petit post-scriptum auquel je tiens. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Donc, je suis adjoint au maire de la commune d'Auzagne et à ce titre, la mairie a été associée depuis l'origine aux travaux de recherche et de restauration menés par le Conservatoire du Littoral. Le Conservatoire du Littoral s'étant rendu propriétaire du Fortin sur une période de 5 ou 6 ans, de 2005 à 2010. Le Fortin, depuis l'époque de Napoléon III, était privé. Il avait été vendu par l'État à l'époque. Et donc, depuis cette date, il appartenait à une famille tchécale de la région. Et dans les années 1950, les hasards des héritages, des successions ont fait qu'il y a eu 2 parts. Et donc, il y avait, depuis les années 1960, 2 propriétaires différents, indivis, sur cet ouvrage, qui étaient en très mauvais termes les uns avec les autres. Et ce qui a abouti à un abandon progressif de l'usage d'habitation très succinct qui existait, et surtout à l'abandon de l'entretien, amenant petit à petit des dégradations importantes sur le bâti. Et donc, fin du XXe siècle, début des années 2000, l'interrogation qu'on pouvait avoir, c'était sur la pérennité de l'ouvrage. Il y avait déjà de nombreux morceaux qui étaient tombés, des échauguettes, des mâchicoulis. Et le Conservatoire du Littoral a pu mener une négociation avec une des familles propriétaires et racheter dans un premier temps en 2005. Il a fallu 5 ou 6 ans de négociations ultérieures pour arriver à faire la transaction avec l'autre famille et que le Conservatoire du Littoral puisse être propriétaire de la totalité. Dès le moment où il a été propriétaire, les investigations historiques et archéologiques ont été lancées avec Anton-Marie Graziani, qui a fait un travail considérable dans les archives pour reconstituer l'historique de la construction et de la vie du Fortin sur plusieurs siècles. Et donc, les questions qui se sont posées dès ce moment-là, c'était de confronter les données historiques et des archives avec le terrain. Et donc, ce sont les missions qui ont été confiées à l'INRAP et donc à Astrid, qui les a menées pendant plusieurs années avec des campagnes successives. Et sur le terrain, bon, la réalité du terrain, c'est que le site est très isolé, on ne peut pas y arriver facilement, il n'y a pas la route pour accéder, il y a une toute petite population sur place qui se sentait très concernée par l'avenir de cette fortification qui est celle du village emblématique et y compris familialement, qui était habité pendant certaines époques. Et donc la population s'est intéressée dès le départ et a volontairement amené des journées de travail, d'aide aux recherches archéologiques, parce qu'il faut transporter des matériaux alors qu'il n'y a pas d'engins qui peuvent accéder, parce que, enfin, il y a un gros travail qui était nécessaire. Et il y a eu toute une dynamique qui s'est créée pendant toute cette phase d'investigation archéologique, qui nous a permis d'apprendre énormément de choses sur cet ouvrage qu'on croyait connaître, mais en fait, qui a révélé bien des surprises, notamment le phasage de la construction, d'abord les tours, la double tour, et puis ensuite, beaucoup plus tard, les bastions tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et donc, notamment sur la première phase, l'apparition qui était tout à fait inattendue d'une première porte d'accès
qui a ensuite été dans la deuxième phase refermée pour être inversé. L'accès s'est fait de l'autre côté de la tour. Donc tout ça, c'était d'un grand intérêt, y compris pour la population du village. Et cette dynamique, elle mérite vraiment d'être soulignée. Parmi les gens qui avaient participé comme ça, il y a deux personnes sur une toute petite population d'une trentaine ou d'une cinquantaine d'habitants au sens large, qui ont fait dans ces années-là la formation de guides conférenciers, donc dans l'idée de pouvoir contribuer ensuite à la mise à l'ouverture au public du Fortin. Bon, on n'en est pas encore là. Donc là, je viens en remplacement notamment de Michel Moraccio, qui était responsable jusqu'il y a quelques semaines en arrière, responsable régional du Conservatoire du Littoral. Tout le personnel du conservatoire est ces jours-ci à Rochefort, au siège, où il y a un événement et donc qui les a rendus indisponibles. J'interviens au pied levé avec un PowerPoint que j'ai découvert récemment. Donc, je vous prie de m'excuser, je vais le faire dérouler. C'est juste un petit résumé de l'historique. Donc, la construction initiale 1551-1552 par l'architecte ingénieur Le Levantine, qui va mourir en cours de construction, et donc la finition laissait à désirer dès l'époque. Puis ensuite des phases de travaux qui ne sont pas beaucoup documentées dans les archives, sauf la dernière qui donne au Fortin son allure actuelle, avec la finition des bastions, avec la forme étoilée qu'on leur connaît. Et ensuite, donc, phasage historique, dans la deuxième moitié du 19e siècle, la privatisation et donc l'abandon évidemment de la vocation militaire du site et sa transformation en habitation. Et donc l'acquisition dont je vous parlais au début des années 2000, et ensuite donc échelonné sur 5 ou 6 ans, c'est plus qu'indiqué sur le document, des investigations archéologiques. Je signale au passage que, au-delà de la mission qu'elle avait strictement de l'INRAP, Astrid est revenue à X reprises, en week-end, en congé, pour avancer les investigations. Bon. Donc, les choix qui ont été faits se sont discutés au fur et à mesure. Donc, on parlait tout à l'heure de la difficulté de rencontre des différents intervenants, la DRAC, l'architecte des bâtiments de France, les architectes du patrimoine qui assuraient la maîtrise d'œuvre, les entreprises, le maître d'ouvrage, la commune, la CDC, le service patrimoine de la CDC qui s'est beaucoup impliqué à tout point de vue, etc. Donc, les entreprises, dont l'entreprise Piagentini Frères, qui ont fait sur le terrain en permanence une concertation avec le maître d'ouvrage évidemment, mais aussi avec les archéologues. On a essayé des enduits, on a essayé c'était tout un travail d'échange qui s'enrichissait au fur et à mesure que la recherche archéologique avançait et qu'on avait des résultats. Et ce processus-là, il s'est mené vraiment, je dirais, de façon coordonnée, assez optimale, vu avec mes yeux. Alors, comment on avance ? Tac. Donc le parti pris qui a été défini au fur et à mesure, au vu des résultats de l'enquête archéologique, ont amené le maître d'ouvrage en coordination avec tous les acteurs à choisir le parti de privilégier l'ouvrage tel qu'il était, tel qu'il a duré le plus dans le temps, c'est-à-dire presque 3 siècles au total, enfin 2 siècles et demi en tout cas à partir de 1610,
Et donc de refermer, ça c'était un des points principaux qui pouvait poser problème par rapport à la population, de refermer la muraille sur la partie qui donne vers le nord, face au village, ce qui était la partie qui avait été ouverte à l'époque où la tour était habitée par ses propriétaires, pour permettre un accès facile depuis le village. Et donc il s'est agi de, comment dirais-je, remettre le... Alors attendez, je reviens en arrière si je peux. Voilà. Donc vous voyez le cercle jaune, c'est à gauche une photo de début XXe siècle. La muraille est ouverte pour donner accès facile vers le village. Et donc le choix qui a été fait, ça a été de la refermer et de lui redonner sa fonction hostile face au nord, qui était la partie la plus accessible par des assaillants. Et donc de remettre en service le passage qui se faisait sur la gauche de la photo de droite, on le voit, qui amenait à passer par la porte fortifiée, la première porte d'accès pour accéder au pied de la tour. Donc là, un détail, donc là c'est la reprise la réfection de l'échauguette, la seule échauguette qu'il y avait sur les bastions. Le choix a été fait d'en reconstruire une côté à la pointe du bastion ouest, qui n'existait pas, en tout cas qui n'existait plus certainement depuis plus d'un siècle. De mémoire d'homme et dans les familles, il n'y avait jamais eu d'échauguette là, mais c'est sans doute parce qu'elle avait disparu très longtemps avant la mémoire humaine. Le détail des enduits, c'est un travail qui a été fait, qui a été mené par les maçons, de garder là, partout où c'était possible, l'enduit d'origine. Et donc l'enduit qui a été fait, il fallait le lisser, l'intégrer avec les parties qu'on pouvait conserver de l'ancien enduit. Vous voyez le résultat, c'est vraiment bien réussi. Donc on a le cheminement donc, qui a été restauré d'origine, qui contourne donc, par en haut pour arriver, vous voyez, on a le mur qui descend au-dessus de la falaise, qui était le premier arrêt pour les assaillants qui pouvaient venir. Ensuite, point numéro 2, il y a une deuxième porte d'entrée dans la courtine au pied de la tour, donc sous les machicoulis. Et ensuite, une troisième porte qui vient sur le terre-plein. Donc c'est ça qui a été privilégié pour le choix d'aménagement et de restauration. Voilà la première porte d'entrée, la restauration du mur qui descend au-dessus de la falaise et qui bloque les assaillants, avec les ouvertures mises en valeur de défense sur 3 niveaux successifs. Ensuite, donc, il y avait eu au fil du temps des travaux qui avaient été menés pour augmenter la surface habitable, etc. Tout ça a été remis en état dès l'origine. Et sur la droite, vous voyez l'état du mur qui descendait au-dessus de la falaise côté ouest, l'état d'origine. Un état intermédiaire de la première partie des travaux de restauration. Et sur la droite, l'ouverture en pied de muraille d'une porte de secours, qui a permis, donc là voilà en plus grand, et donc sur la droite, vous voyez, on a décaissé dans le terre-plein pour pouvoir accéder au pied pour faire cette sortie de secours, ce qui a permis, d'une part, et c'est quand même très important, de mettre à jour la base du premier bastion initial avec son enduit d'origine qui était en parfait état, ce qui démontrait bien que l'état tel qu'on la connaissait avec les pierres apparentes, certains y étaient attachés, mais en réalité, tout était enduit dès l'origine, c'est absolument certain. Donc cet enduit en parfait état, qui voit sur la droite, vous avez aussi, on a valorisé les contreforts de la muraille extérieure à droite de l'escalier en descendant. Et on retrouve des enduits qui étaient en très bon état au-dessus aussi de la porte. Voilà. Merci beaucoup. Je pense on ne peut pas trop voilà. Non, on est très en retard. Si vous avez quelques diapos à défiler, si vous voulez,
montrer voilà, Voilà, un détail éléments de l'intérieur. Donc, à gauche, c'est dans la tour principale, je dirais, la partie haute de la tour, avec la remise en état des ouvertures. Ça donne un assez bel aspect. Sur la droite, c'est la salle principale qui avait fait l'objet de la surélévation pour arriver à l'état d'aujourd'hui, mais qui à l'origine était à l'air libre. Et donc là, on a retrouvé, voilà, en bas à gauche, on voit l'emplacement de la porte primitive qui avait été refermée. Et on a gardé, dans le parti d'aménagement, on a gardé les traces des fenêtres de tir et d'une ancienne échauguette qui avait été intégrée dans le mur lors de la surélévation. Et voilà un début. On est encore, à l'heure actuelle, en cours d'élaboration du projet d'ouverture au public de l'ouvrage, qui va tarder un peu parce que pour le moment, on n'a pas l'accès. Le terrain du conservatoire est enclavé derrière des terrains privés et les négociations sont compliquées. Et donc, ça n'empêche pas de réfléchir sur le projet d'aménagement. Vraisemblablement, l'idée principale étant de mettre en exergue, en valeur, l'aspect tout à fait exceptionnel de cette architecture, de cette évolution de la conception courant XVIe siècle des ouvrages militaires pour leur défense, avec la création de bastions confortés en terre-plein à l'intérieur. Et donc, souvent, pour que la visite ne puisse pas s'éterniser, il faut rester très synthétique, donc peut-être des maquettes à l'intérieur. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Pour cette intervention. On se rend compte combien les temps sont longs pour régler la problématique foncière, la recherche et ensuite le projet de restauration, et au détriment souvent du monument. Je vais donner la parole à un grand historien qui travaille depuis longtemps sur la Corse, Antoine-Marie Graziane, qui va nous parler des présides de Corse à l'époque moderne. Je vous laisse la parole. On va sortir cet ordinateur. Oui, ça marche. Bon. Bien, oui, alors donc un aspect beaucoup plus technique, parce que bon, ça, je ne sais pas trop faire, donc il faut que je trouve d'autres solutions. Sur la question du préside. Alors, par présidium, en latin, on entend sous la plume de César un poste, une garnison. Ailleurs, il s'agit d'une protection, voire d'une citadelle, d'une forteresse ou d'un château, et l'on emploie concurremment présidia, castella ou custodier. Le terme a été récupéré par les Espagnols pour désigner les forteresses qu'ils ont installées en Afrique du Nord et plus tard dans le sud de la Toscane. C'est ce qu'on appelle l'état des présides. Alors ça, j'ai fait un travail à un moment donné sur l'état des présides. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et dans leur empire colonial, parce que les Espagnols ont un empire colonial, donc ils ont réalisé, si vous voulez, des présides. L'encyclopédie d'Alembert Diderot, dans son 13e volume, signale une caractéristique forte du préside. On s'en est servi pour désigner les places où les Romains mettaient des garnisons, soit pour la défense du pays contre les insultes des ennemis, soit pour prévenir les révoltes des habitants. Aussi avait-on pour maxime de mettre des troupes étrangères dans les provinces conquises afin de les empêcher, par la diversité des mœurs et du langage, de ménager des intelligences avec ceux du pays et de faire des projets de soulèvement. On retrouve là le caractère particulier du préside, un château ou une cité qui doit obligatoirement être peuplé par des étrangers au lieu, et si possible sans qu'il y ait de lien économique trop fort avec son hinterland. En Corse, les différentes cités littorales sont toutes régulièrement appelées présides par les autorités génoises, notamment alors même que leurs situations sont bien différentes. Si Bonifacio et Calvi correspondent bien à la définition d'un préside, des points d'appui destinés à sécuriser
la circulation maritime. Ce n'est pas le cas d'Ajaccio et encore moins celui de Bastia. De fait, une ville ouverte à la population en très grande partie insulaire dès l'origine. De fait, le modèle bastiais, celui de la ville ouverte, s'écarte considérablement du modèle du Préside et son succès au lendemain des guerres du XVIe siècle servira à un changement de paradigme à Ajaccio. Alors, de vrais présides, Bonifacio et Calvi. Bonifacio a dès l'origine une fonction militaire et défensive. Comme l'a écrit Giovanna Pettibalbi, la vocation et le rôle premier de Bonifacio, considéré non pas comme une des nombreuses colonies marchandes fondées en Méditerranée, mais comme l'oculus marinus, l'œil marin de Gênes, et un morceau de la mère patrie. Cela transparaît particulièrement à travers l'envoi de groupes de colons, depuis l'origine, des Lombards au sens médiéval du terme, dans un premier temps, qui englobent le Piémont et l'Émilie, puis des Ligures venus de Gênes et des rivières ensuite. Mais on le voit aussi à la lecture des plus anciens statuts de la cité, étudiés par Marie-Claude Delmas-Bartoli. Ceux-ci prévoient dans leur article 19 que la ville ne saurait accueillir plus de 30 familles corses, à choisir par le podestat, le chancelier et 8 habitants les plus honorables. S'y ajoute une clause un peu postérieure, semble-t-il, qui veut qu'aucun Corse ou Sarde ne puisse habiter une maison proche des remparts. La ville se développe grâce à la mise en place du commerce triangulaire avec la Ligurie d'un côté et la Sardaigne de l'autre. Elle est durablement touchée par la peste de 1528, au cours de laquelle, selon le rapport du gouverneur à l'office, 5/6 de la population aurait disparu. Agostino Justinian exprime la même chose en parlant d'une population bonifacienne de 5000 habitants avant la peste, désormais réduite à 700, en exagérant vraisemblablement pour ces deux chiffres. Puis Bonifacio connaît le siège de 1553, où ses défenses sont considérablement abîmées. Elles seront reconstruites pour l'essentiel au lendemain de sa récupération par Gênes, et la ville se dote de défenses très considérées par les autorités génoises. La ville, dont la population à nouveau victime de la peste en 1756 ne dépasse pas globalement 2500 habitants au XVIIe ou XVIIIe siècle, évolue peu. Comme les autres places, elle subit une sorte de blocus de la part des rebelles à partir de 1729. Et comme on peut le voir au moment des tractations entre Paoli et Marbeuf en 1765, la situation de Bonifacio comme colonie génoise paraît avoir perduré jusqu'à la conquête française. Calvi présente une situation assez identique à celle de Bonifacio. Jean Cancellière a rapproché sa création sous le nom de Montréal ou Montrégal de celle contemporaine du Castel Lombardo à Ajaccio. La première population calvaise aurait elle aussi été lombarde au sens médiéval du terme, s'agissant vraisemblablement de Montrégal ou de Mondovì, une ville du Piémont. La suite voit plusieurs solutions de domination jusqu'au milieu du XVe siècle. La population calvaise du temps est constituée par les descendants des colons ligures et lombards d'origine, mais aussi de nouveaux venus originaires de Ligurie et d'autres régions italiennes, ainsi que par des Corses. Mais Alain Vintourine considère que le statut de ces derniers doit être assez proche de celui qu'on observe alors à Bonifacio. Les choses évoluent progressivement jusqu'aux guerres du milieu du XVIe siècle, où la ville est ravagée et subit 2 longs sièges et une pression continue. À Calvi, au lendemain de la guerre des Franco-Turcs, les autorités décident d'expulser les Corses, dont on considère qu'ils peuvent créer des troubles. Mais comme à Bonifacio, la population stagne ensuite. Balian, au début du XVIIe siècle, l'évalue à 1 millier d'habitants, quand Bastia dépasse les 4000. Dans son esprit, Calvi et Bonifacio, produits de colonies, restent toutefois le modèle absolu. Elles sont demeurées, écrit-il, parfaitement fidèles. Aujourd'hui encore, elles sont attachées au nom de l'ancienne patrie et les gens aiment y être appelés génois, comme ils ont toujours pris le parti de la République. Alors, au contraire, un faux préside donc Bastia. Dès l'origine, Bastia est peuplé par 2 tiers environ de Corses et 1 tiers d'autres, la plupart ligures, venus de la Ligurie du Levant, plus particulièrement de la zone de Levanto-Monnet-Liaframour. C'est ce qui fait l'identité particulière de Bastia au sein des cités corses. Des Corses sont associés à la création d'une ville. Même si cela peut s'expliquer par le fait que nombre de ces Corses sont des Cap-Corsins qui bénéficient d'un a priori favorable auprès des Génois, c'est là quelque chose de nouveau. Et cela s'effectue alors que l'île est sous le gouvernement d'une tierce puissance, le duché de Milan. À plusieurs reprises, les autorités essaieront toutefois, comme à Ajaccio d'ailleurs, d'y pousser des habitants des rivières à venir s'y installer en nombre. Ce sera particulièrement le cas
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, avec la venue, pour y exercer le commerce d'habitants de Sestri, appelés Sestrini dans les documents du temps. La ville, en réalité, ressemble peu à un préside. Si, dès l'origine, on construit la ville de Bastia entourée de murs, la Terra Nova, cette partie n'est à aucun moment prévue pour demeurer seule. Certes, la partie extérieure de la fortification, la Terra Vecchia, est longtemps considérée comme dépendante de la Terra Nova, où le gouverneur et ses services sont installés à l'intérieur du palais des gouverneurs. Ce sont là, pour l'essentiel, des habitants de Terra Nova qui construisent les premiers entrepôts entourant le Porto Cardo et qui constituent ce que j'ai appelé la première notabilité bastiaise. Mais même au cours de la guerre des Franco-Turcs, où l'on détruira nombre d'édifices de la première Terra Vecchia en 1555 et 1558, parce que situés à proximité des murailles et par crainte des Turcs, on privilégiera le remboursement des habitants de Terra Vecchia en affermant l'étang de Turlino à leur bénéfice de 1555 à 1558. Surtout, cette situation de dépendance fera l'objet d'une grande remise en question lorsque la ville connaîtra son essor. Entre les guerres du XVIe siècle et la décision de transférer le gouverneur de Bastia à Calvi en 1652, la population bastiaise sera multipliée par 3, passant de 1500 à 4500, et l'essentiel de cette progression s'effectuera dans la partie de la ville située hors les murs. C'est d'ailleurs l'opposition Terra Nova-Terra Vecchia qui structure le développement de Bastia au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et qui aboutit à faire de Terra Nova un seul des 8 rioni de la cité au début du XVIIIe siècle. Alors, du préside à la ville ouverte, Ajaccio. La première population d'Ajaccio est composée, comme pour Bonifacio et Calvi, presque uniquement de Ligures. Dans le cadre des guerres des Chinarchesi menées dans le même temps, où la ville se construit, un certain nombre de seigneurs des environs d'Ajaccio obtiennent toutefois la possibilité de s'installer à l'intérieur des murs. C'est le cas, par exemple, des enfants héritiers d'Alphonse d'Ornano. Cette installation n'est pas toutefois sans poser de problème, comme on le voit lors d'un incident survenu au cours d'une partie de tarot en 1550 dans le corps de garde de la porte de la cité entre le seigneur Rolando d'Ornano et le génois Agostino d'Oneto. Mais la difficulté survient surtout avec les guerres du XVIe siècle. On voit alors s'établir à Ajaccio nombre de familles corses qui ont participé dans le camp génois, comme les Fiorelli ou les Bastelica. Leurs membres savent qu'ils risquent leur vie s'ils s'installent hors les murs de la ville, comme cela est rappelé par Giacometto Fiorelli dans une requête en 1576. Alors, je vous dis ce que dit Giacometto Fiorelli. Pour toutes ces raisons, je me suis attiré la haine capitale de nombreux Corses et principali. Je ne peux pas sortir hors d'Ajaccio pour faire mon commerce, de peur de perdre la vie. L'exemple d'Antonello et Pietrosanto de Sarre et d'Orcino, qui avaient accepté d'assassiner un des chefs de la rébellion dans la région ajaccienne, Tristano de Sarola, et dans toutes les têtes, ils ont été victimes avec leur père de la vengeance des parents de Tristano au lendemain du conflit. Les plus engagés profitent d'ailleurs d'autres conflits en Méditerranée ou en France pour quitter l'île un temps, tout en s'installant à Ajaccio. C'est le cas de Michelangelo d'Ornano, un des assassins de Sampierre, parti pour participer à la guerre civile génoise de 1575-76 et qui, rentré à Ajaccio, demande à être exempté de toute taxe localement et de pouvoir rendre habitable une tour qu'il possède en ce lieu. Pourtant, pendant une longue période, Ajaccio continue à être présenté par ses représentants auprès des autorités génoises comme une colonie génoise. Les Ajacciens choisissent comme arme pour représenter leur ville le dessin de 2 chiens, signe de fidélité entourant une colonne. C'est encore le cas en juillet 1617. 5 des magnifiques anciens, dont 3 au moins sont corses, Domenico Rastelli, qui est originaire de Rezza, le feudataire Anton Paolo Bozzi et Marco Siquet, demandent solennellement au Sénat que les statuts de la Corse ne soient pas appliqués à Ajaccio et que les anciens privilèges soient rétablis. Cela fait 120 ans, écrivent-ils, que cette cité fut réédifiée par décision de l'Office de Saint-Georges et habitée par 300 familles génoises, parmi lesquelles certaines étaient nobles et appelées avec des privilèges particuliers colonies de la Sérénissime République de Gênes. Les notaires ajacciens avaient des droits particuliers comme de pouvoir instrumenter hors de leur juridiction. Or, hier, notre commissaire, sur votre ordre, a proclamé que tous les notaires de l'île devaient tenir leurs livres signés par le chancelier comme le font les notaires corses, chose non seulement neuve, mais qui apporte un grave préjudice de la cité, laquelle de ce signe particulier se faisait connaître des autres populations comme colonie génoise. Pourtant,
Un traité de paix a déjà été passé en 1579 devant le commissaire d'Ajaccio, Geronimo Cataneo, entre Corse et Génois. Y participent du côté génois l'alfière Gianambrosio Cavatorta, parent des Bonaparte, et du côté corse, Michelangelo d'Ornano. Il y est décidé, à l'article 2, que tous les habitants, depuis son édification jusqu'en 1553, quelle que soit leur nation, soient tenus comme citoyens d'Ajaccio, au même niveau que les Génois qui y demeurent. Et l'article 3 rappelle la situation de ces Corses qui ne sont plus en capacité de retourner dans leur village du fait de leurs engagements au profit de Gênes pour obtenir que les anciens ne soient plus désignés par leur appartenance d'origine. On décide même que la confrérie des Corses, San Giambattista, fusionne avec celle des Génois, San Geronimo, pour en créer une nouvelle sous vocable de San Giambattista et San Geronimo. Et les autorités suivent cette évolution. Lorsqu'en 1599, un décret des Sérénissimes Collèges, à la requête du capitaine Pasquale Pozzo di Borgo, agissant comme orateur du Deladémon, affirme que tous ceux qui ont habité durant 25 années pleines à Ajaccio gagnent une sorte de droit de bourgeoisie et ne sont plus tenus de payer la taille. Ils en reconnaissent par là, puisque seuls les habitants des villages payent la taille, que les Corses installés à Ajaccio depuis suffisamment longtemps sont en réalité ajacciens. Le développement de la cité, en outre, s'effectue à travers le Borgo, le quartier hors les murs, apparu à la fin du XVIe siècle, et essentiellement peuplé par les Corses. De fait, Ajaccio cesse alors totalement d'être un préside. L'emploi du mot préside, c'est ma conclusion, l'emploi du mot préside par les autorités est révélateur d'un état d'esprit. Si Giambattista Baliano se sert du mot préside pour désigner les places littorales de l'île, il lui préfère fortezze, en se bornant à présenter les cités sous l'angle de leur défense. Par contre, son rapport, qui sert longtemps de référence aux autorités génoises, fait de l'installation de colons dans l'île, y compris des personnes reléguées, le seul moyen valable de peupler une île qu'il juge à raison peu habitée. Et l'on peut penser que le parti qui décidera Gênes à transférer de 1652 à 1656 le gouverneur de Bastia à Calvi se sera référé à ce rapport. L'échec de ce transfert montre à l'évidence que le choix de désigner les cités corses sous le vocable identique de préside et de préférer les cités coloniales aux villes ouvertes relève d'un parti pris idéologique qui, dans l'espèce, a assez montré ses limites. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention riche qui nous apprend beaucoup sur cette notion qui restait assez floue de préside. Un petit échange dans la salle, s'il y a quelques questions, avant de terminer avec la prochaine présentation. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser ? Bon, mais je crois qu'on va poursuivre avec la dernière présentation sur l'époque contemporaine. Donc on change de siècle. Les défenses de la Corse de 1928 à 1943, présentées par notre collègue Franck Allegrini-Simonette, archéologue qui travaille à la direction du patrimoine et qui est responsable du site antique d'Alergne et qui est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Quelques petits soucis techniques. Micro. Les deux, je pense que les deux marchent. C'est bon ? Vous m'entendez là ? Oui, avant de commencer, de vous présenter quelques diapositives. C'est simplement, il s'agit de, on va dire, une partie du travail qui a été engagé en 2020 jusqu'en 2023 sur
sur l'inventaire de toutes les traces qui concernent la Deuxième Guerre mondiale en Corse. Donc c'est un travail qui a été autorisé par l'État et j'en profite pour remercier le SRA de Corse. C'est bon, ouais. D'avoir prêté un intérêt à cette mission. Alors. Donc voilà, ça va être un... C'est bon ? Ouais. Alors c'est un survol qui concerne exclusivement les traces bâties, c'est-à-dire tout ce qui a pu être construit pour se défendre, évidemment en laissant de côté tout le reste, puisque les traces ont représenté environ 400 sites, en intégrant aussi bien les décharges, les épaves d'avion, enfin tout ce qui peut concerner, tout ce qui peut faire témoignage. Et environ 800 entités, parce qu'il y a certains sites, évidemment, qui comportent plusieurs entités, comme le dispositif Maginot, que vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà, alors, la présentation est répartie en trois grandes périodes, avec l'entre-deux-guerres, l'entrée en guerre et les derniers aménagements avant l'armistice, et pour terminer, les aménagements italiens entre 1942, entre la fin de 1942 et la fin de l'année 1943. Alors, une des premières préoccupations, évidemment, c'était la défense des côtes, avec en particulier la modernisation des batteries existantes de Bastia, Bonifacio et Ajaccio. Alors, ces batteries existantes, évidemment, étaient en lien avec la première crise franco-italienne aux alentours de 1880, puisque les Italiens adhèrent à l'alliance triplice qui intègre évidemment le Royaume d'Italie, l'Empire allemand et l'État bicéphale austro-hongrois. Alors la modernisation, évidemment, étant en lien direct avec la deuxième crise qui oppose la France et l'Italie, qui est relative à la montée du fascisme et les velléités territoriales du régime fasciste italien. Donc, en commençant par Bonifacio, donc on a deux zones frontalières et une qui l'est moins. Les deux zones frontalières, évidemment, c'est Bastia et Bonifacio. Et ce sont deux programmes, c'est les deux programmes dont je vous ai parlé, fin 19e et milieu 20e siècle, qui concernent aussi bien les lignes frontalières italiennes, françaises au niveau des Alpes et des Alpes-Maritimes, évidemment que de la Corse, avec la façade maritime corse qui est en face de la Sardaigne et en face de la Toscane. Avec une exception qui est Ajaccio, mais Ajaccio, tout simplement parce que c'était un port de guerre, donc stratégiquement important. Donc pour Bonifacio, la modernisation de la batterie La Citadelle, avec la batterie 2 et la batterie 6, bon, ce sont des pièces de 194 mm et 200. En fait, c'est 7 pièces de 5, 6, 8 pièces de 194 mm qui remplacent les anciennes pièces d'artillerie. Boccadivale est aussi une modernisation, avec 4 pièces de 138 mm en 1928, et Pertusato, qui est une création, avec des pièces de 164. Alors, pour donner un peu une idée de la portée de ces pièces d'artillerie, là, c'est la portée combinée un peu de tout ce qu'on peut trouver à Bonifacio, qui atteint largement les batteries qui sont situées près de Capotesta, à l'ouest de Santa Teresa di Gallura, et aussi, évidemment, les batteries de Santa Teresa di Gallura, d'un côté plutôt de Capotesta, qui atteignent largement la côte corse, voire même l'intérieur de l'île. Alors, ce sont des portées qui varient, en fonction des pièces d'artillerie, entre 6 et pratiquement 14 km. Donc, qui sont destinées aussi bien éventuellement à détruire les batteries côté Sarde et inversement, que détruire les éventuels navires qui viendraient attaquer Bonifacio. Donc voilà la batterie 6, la batterie 2 et la batterie 6 en perspective. Donc au premier plan, c'est la 2, avec je crois, 2 pièces de 95, et la batterie 6 que l'on voit en limite,
en haut à droite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Pourtant, j'ai rien fait là. On n'a pas voulu passer à Ajaccio. Ça, c'est un problème de rétroprojecteur. Allez. C'est revenu. OK. Donc, Ajaccio. Ajaccio, c'est une problématique un peu différente, puisque ça n'est pas tout à fait frontalier, mais il faut protéger le Golfe, parce que le Golfe est le port d'Ajaccio est un port de guerre avec une importante réserve de carburant sous la colline à côté d'Aspreto, etc. Donc là, c'est un peu c'est la même problématique, c'est-à-dire qu'on va rénover des batteries anciennes, ou plutôt les moderniser, et créer des batteries nouvelles. On ne va pas faire forcément la lecture de toutes les pièces d'artillerie, parce que c'est un peu rébarbatif. Donc en haut à droite et en haut à gauche et en bas à droite, ce sont les mêmes pièces de 238, qui ont une portée de plus de 12 km. Et là, les différentes portées de toutes les batteries qu'on peut trouver à Ajaccio, avec celle de la Chapelle des Grecs en jaune, qui porte environ à 8 km. La batterie de la Parate qui est en rose, et la batterie de la Castagne qui est en bleu, qui ont des pièces d'artillerie identiques. En diapo suivante, juste une idée d'un point de vue architectural de ce qu'on peut trouver sur le secteur d'Ajaccio, avec en haut à gauche, j'ai le pointeur. Donc ici, la batterie haute d'Aspreto avec les fameuses pièces de 138 qu'on a vues tout à l'heure. Ce que vous aviez ici, c'est simplement un poste de commandement et de direction de tir. C'est dommage parce que qu'il y a les vues de la batterie de la Castagne avec le faux rocher, voilà, en bas. Donc là, c'est les fameux camouflages Gattier, avec ce rocher un peu éléphantesque là. Il y a des mauvaises. Il doit être, je sais pas, le système doit être possédé. Bon voilà, donc vous avez en bas à droite la coupe. La coupe, c'est un poste télémétrique en bas, ce que vous avez sur la partie basse, c'est-à-dire la capacité à apprécier la distance et évidemment l'orientation des navires pour pouvoir les détruire. En Bastia-Saint-Florent, Bastia, évidemment, la plus importante des batteries, c'est celle de Tog, avec 4 pièces de 138, toujours les mêmes canons. Et des batteries plus modestes, comme les deux batteries de Saint-Florent et celle de la Citadelle. Donc là, c'est la marine. Depuis tout à l'heure, on parle de la marine, parce que je crois que j'avais oublié de le préciser. Bon, des pièces de 95 et 75 pour la Citadelle à Bastia, dénommées batteries des Turquines. Alors, les deux pièces de 95 ont une portée de 8 km et la pièce de 75 à peu près 6 km. Voilà ce que ça donne. On voit nettement que du côté de Saint-Florent, c'est suffisant éventuellement pour atteindre des navires. Et à Bastia aussi, ça donne quand même une certaine réserve. Alors, certaines batteries qui sont équipées de plusieurs calibres, en fait, c'est simplement parce que chaque calibre a sa fonction bien définie. En général, les 75, ce sont des pièces d'éclairage, c'est-à-dire qui vont aller illuminer le ciel. Les 95 sont des pièces de semonce, c'est-à-dire des calibres qui vont avertir l'ennemi, lui demandant de ne pas aller plus loin. Et puis finalement, les 138 ou les 195, là, ce sont des pièces qui sont destinées à détruire. Donc voilà Saint-Florent en bas, avec ce qui reste d'un affût de 95 Lightol, ici, un affût crinoline, avec un reste de camion italien qui est là, qui n'a rien à voir. Et dès que je mets ce truc, c'est peut-être ça finalement. On va faire ça. Bon, ce qu'on voyait en haut à gauche, c'est la batterie des Turquines ici à la Citadelle, qui ne doit plus exister normalement. Et ce qu'on voyait en haut à droite, c'est une vue aérienne de la batterie de Tog. Voilà, donc tout ce qui est en haut
à droite. Batterie de Tog, dont il ne subsiste plus qu'un seul encuvement, puisque les 4 autres ont été détruits par un programme immobilier dans les années 80, je crois. Monticello, pour terminer, je crois, avec la marine. Donc tout près d'Île-Rousse, où... donc évidemment, Île-Rousse, port secondaire, mais port quand même commercial d'une certaine importance. Alors il y a Calvi aussi, mais à Calvi, les pièces d'artillerie qui étaient installées là, elles étaient déjà depuis la fin de la guerre de 14, donc je ne les ai pas intégrées. Donc sur l'île Rousse, voilà ce qu'on pouvait trouver. Enfin, Monticello, puisque c'est limitrophe. Un canon de 47 ou de 57 sur affût crinoline, dont on voit le... Je ne sais pas si je vais mettre ça. Dont on voit la trace là-haut dans la dalle de béton. Et éventuellement 3 canons de 75 sur affût marine. Mais je vais quand même le prendre, parce que sinon... Voilà, donc on voit ici la trace de celui-là, de la base de l'affût crinoline de celui-là, et ici, donc 1, 2 et 3, les 3 autres canons de 75 sur affût marine. Enfin, Porto Vecchio, avec 4 pièces de 95 mm sur affût crinoline qui couvrent largement l'entrée du golfe et qui le protège d'éventuelles attaques. Donc, que reste-t-il à Porto Vecchio? Il reste quand même des pièces intéressantes. Il reste, je crois qu'il reste 2 affûts sur 4. On en voit un ici à gauche. Et un reste de canon. On va attendre un peu, de toute façon. Ça, c'est le fruit de la prospection dont je vous parlais tout à l'heure. Puisque c'est vraiment le début du travail. Là, on est arrivé à la fin, oui. On est arrivé à la fin de la première étape, c'est-à-dire toute la partie inventaire. Et donc maintenant, on va commencer la partie purement archéologique d'études qui sera consacrée à un certain nombre de cas particuliers. Évidemment, pas l'intégralité, parce que c'est pas... Forcément, c'est revenu, non? Je me demande si c'est pas lié. Bon, passons. Donc on voit là-haut, la photographie qui est en haut à droite, une volée de canon qui a été coupée au chalumeau, parce que évidemment toutes ces pièces ont été ferraillées dans les années 50 et 60. Donc maintenant, l'armée de terre, avec le dispositif Maginot, qui est en lien évidemment avec la ligne Maginot qui avait été établie dans le nord de la France, avec 4 sites concernés, donc la région de Porto Vecchio, Olivaggio, Bastia et Saint-Florent, en commençant par Bonifacio, puisque c'est la partie la plus importante, où l'on compte donc plusieurs dizaines de constructions. Là, ça n'en est qu'une partie, hein. Partagée entre casemates d'artillerie, casemates d'infanterie et abris. En montant un peu plus au nord, donc là, on a, pour le coup, au nord-ouest et au centre, Catarello, qui a été terminé en 1934, avec un certain nombre de caractéristiques que j'ai pu récupérer pour le coup sur un site qui est très bien fait, qui s'appelle Wikimagino. C'est une partie où finalement l'archéologie interviendra dans un deuxième temps, mais ce qui sera nécessaire de faire, puisque ça ce sont des travaux qui datent déjà d'une quinzaine, une vingtaine d'années, ce qu'il faudra c'est surtout faire un état des lieux actuel et voir dans quelle mesure il n'est pas possible de protéger et valoriser au moins une de ces réalisations. Et Pertusato 4 en bas, en décor en faux, pas en faux rocher, mais enfin en tout cas en fausse muraille. La suivante, si ça veut bien marcher, ça ne marche pas. J'ai l'impression que c'est quand je pose la main là-dessus. Mais bon. Il y a un faux contact. Donc on poursuit vers le nord, côté nord-est, donc en direction de Porto Vecchio.
Parce que c'est vraiment le cœur du programme, hein, c'est fortifier toute la ligne de côte entre Porto Vecchio et le nord-ouest de Bonifacio, c'est-à-dire Rondinara. Tu me dis si je dépasse. Hein. Ça commence à être un peu juste, mais bon, Ouais. peut-être n'importe combien de temps. Là, c'est le problème du direct. Si ça va. Il faut attendre un peu qu'il chauffe. Bon, il y a 2 autres casemates Maginot, mais ce n'est pas forcément utile, donc je passe à la suivante. Donc voilà, il s'agissait de Rondinara, Santa Giulia, San Cipriano, Arena, Zilione et Giorgioville. Ça, c'est pour le golfe de Porto Vecchio. Il y avait quelques photos aussi, mais bon, c'est pas... Je poursuis. Et Bastia, enfin, alors, ce sont des réalisations qui étaient prévues ou projetées dans le cadre du programme Maginot, mais qui ne sont réalisées qu'après la mobilisation. Après 1939, on a 2 casemates type Corf qui sont, certains d'entre nous connaissent, hein, qui sont à Larinelle et sur la plage de Saint-Florent, et qui sont protégés par des blocos de flanquement qui sont situés au nord à peu près à égale distance pour les deux sites. Parce que tout simplement, parce que Saint-Florent, c'est le point faible un peu de Bastia, donc il fallait aussi... je vais continuer sans. C'est pas grave, allez. On continue sans les images. Donc là, pour le coup, c'est une diapositive qui était combinée entre l'armée de terre et la marine, qui concernait les défenses antiaériennes, puisque dans cette période justement de l'entre-deux-guerres, eh bien, on établit un certain nombre de batteries antiaériennes à Bastia, 3 à Ajaccio et 1 à Bonifacio. Donc 1 à Bastia, 3 à Ajaccio et 1 à Bonifacio. Donc à Bastia, c'était Bastia Furcone, avec 4 encuvements pour des canons de 75 mm sur affût modèle 1915, donc c'est des canons modèle 1897. En fait, c'est du recyclage des canons de la guerre de 14 qui étaient sur affût roulant. Construit toute une superstructure en ferraille qui permettait à ces canons de pointer à plus de 70 degrés vers le ciel et puis tourner sur eux-mêmes. Alors sur Ajaccio, c'est un peu pareil, puisqu'on a 2 batteries qui sont celles de San Salvatore et Capitello, qui utilisent encore les mêmes pièces d'artillerie, avec une différence qui est celle de Capitello. Qu'est-ce qu'on a là? C'est moi qui ne vais plus. Ah oui, celle d'Asprette avec des pièces d'artillerie légèrement différentes, qui sont des 75 sur affût marine, un peu comme ceux d'Île Rousse, mais différents. Le dernier investissement pour ce qui concerne l'artillerie antiaérienne, c'est Bonifacio, avec une création tout près de la batterie de la Parate. Alors, les derniers aménagements avant l'armistice. Je pense qu'on va finir sans diapo. Tout simplement, on s'aperçoit à un moment donné que le dispositif Maginot de Bonifacio est insuffisant, puisqu'il laisse des espaces vides entre les grosses casemates, des espaces de maquis assez importants, mais les techniques de combat, les techniques militaires ont changé, on commence à trouver les premiers soldats parachutés, les troupes de débarquement, etc. Donc on décide à un moment donné de renforcer ce dispositif par le dispositif Mollard. Alors le dispositif Mollard, c'est plus de 35 casemates, abris, il y a même un petit hôpital qui vient s'interposer entre les casemates Maginot depuis pratiquement la Rondinare. Donc le point de départ à l'ouest et le point d'arrivée à l'est sont plus ou moins les mêmes. Donc ça, c'est le dispositif Maginot. Et dans un deuxième temps, il y a aussi un certain nombre de petites casemates qui sont construites le long des côtes, en particulier la côte orientale et la côte nord-occidentale de l'île,
des petites casemates françaises, mais de facture beaucoup moins soignée. C'est-à-dire qu'on peut voir du parpaing, on peut voir des moellons de pierre assez mal montés avec une dalle, systématiquement une dalle de béton par-dessus, qui est assez... c'est quelque chose d'observable la plupart du temps. Donc ces casemates-là, la plupart du temps, sont construites par des entreprises civiles. Alors c'est pas parce qu'elles sont construites par des entreprises civiles qu'elles sont de moins bonne qualité, puisque les civils ont aussi construit une partie des casemates Maginot, alors d'autres sont construites par la MOM, c'est-à-dire main-d'œuvre militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des petites entreprises civiles ne peuvent pas résister au fait de dédicacer ou de signer leurs ouvrages, et on peut trouver comme ça un certain nombre de dalles, de parties de couverture avec les noms des entrepreneurs. Alors après, je vais continuer pour ne pas perdre le fil. On est près de la fin. Désolé pour ces temps morts. Hein. Là, c'est moi qui vais trop vite. Voilà, donc la ligne molar, ok. Alors, ce qui est intéressant aussi sur la ligne molar, c'est en particulier le site. C'est divisé en 4, si je me souviens bien, il y a 4 sections avec des postes de commandement, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant. C'est celui de Corpo di Verga, qui est sur un piton rocheux où on a un certain nombre de réalisations artistiques, c'est-à-dire des décors en rond de bosse représentant des cigognes. Là, il y en a une qui représente un casque qu'on voit là, ici à droite. Un casque avec le nom de l'unité qui a construit la casemate. Donc voilà, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces réalisations qui sont beaucoup plus grossières, hein, tout simplement. On voit ici, sur la photo de droite à Propriano, des parpaings, des pierres mises un peu n'importe comment. Et pour terminer, on parle là des aménagements italiens, puisque ce sont les dernières constructions défensives qu'on peut trouver sur l'île, d'un point de vue historique. Parce qu'après, évidemment, fort heureusement, il n'y en a plus. Alors, la différence qu'on peut constater avec les autres réalisations, les réalisations précédentes, c'est simplement le fait que l'armée italienne, donc c'est 90 000 hommes du 7e corps d'armée qui arrivent ici en novembre 1942, et ben, à partir du moment où tout le reste est fait, où tout le littoral est plus ou moins fortifié, eux, ils vont simplement fortifier l'intérieur de l'île, c'est-à-dire établir des nœuds, établir des points de barrage entre les régions, la plupart du temps sur des cols, mais aussi en fond de vallée, comme à Pontelecce, qui est un véritable nœud routier et ferroviaire. Et aussi dans les environs de Corte, puisque Corte, c'est le commandement. L'armée italienne y installe Supermarina, c'est-à-dire le commandement de la marine italienne. Alors, ce sont environ donc 50 aménagements défensifs bétonnés répartis sur toute l'île, principalement à l'intérieur, avec une exception sur la plage d'Anne, à côté de Sartène. Donc, on retrouve tous les sites, hein, le col de San Bastiano, Bocca Casella, le col de Belleva, les plages de... etc. Environ 10 aménagements défensifs non bétonnés, donc qui ont la même fonction, mais qui ne sont pas bétonnés, comme, je ne sais pas, j'en ai cité quelques-uns, Montegupio, du côté de Saint-Florent, Bocca Uez, au-dessus pas très loin d'Ostricogne, à l'île Rousse, la Testa Ventilègne aussi. Donc, même fonction, c'est-à-dire verrouiller les nœuds routiers et isoler les sites militaires importants. Donc, l'exemple de Belgodere Palasca est assez significatif des investissements italiens, puisqu'on a là une vingtaine de constructions bétonnées, dont une coupole en acier, qui est un peu l'équivalent des cloches qu'on a vu tout à l'heure sur le dispositif Maginot, donc les cloches pour mitrailleuses ou pour fusil mitrailleur. Donc là, c'est l'inventaire, ce qu'on voyait tout à l'heure à gauche, là, cette liste. C'est l'inventaire réalisé par le génie militaire français après 1943, donc en 1944 ou 1945, je ne sais pas. Si tu peux conclure, Franck. C'est terminé, là. Ah, c'est terminé, super. Ouais.
Donc voilà quelques exemples. Hein. La coupole métallique est en haut. Donc c'est 20 aménagements répartis sur 900 mètres de part et d'autre de la crête Montemayor. Alors pourquoi? Je vais finir avec ça parce que c'est quand même intéressant. Je vais peut-être revenir sur la carte. Là, l'objectif pour le coup à Belgodère, c'était, je vais prendre le pointeur, si ça fonctionne, c'est simplement la région de Balagne ici, qui abritait 2 divisions, donc là la 20e division Frioul et la 225e division côtière. Ça avait simplement pour fonction de verrouiller la Balagne et d'empêcher toute pénétration par le réseau routier. Alors les débarquements étaient, eux, interdits par le deuxième aménagement qui est sur la plage de Sricogne, qui est ici. Parce que le reste, c'est une toute petite route qui descend par là, avec des difficultés éventuellement de débarquement. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a après, je vais vous le dire. Oui, enfin ça c'est des exemples. Un exemple de Saint-Florent, au-dessus de Saint-Florent, c'est un camp italien. Bon, je crois que je vais arrêter là. Hein. Non, je pense. Moi, je pense que c'est une riche présentation. On a un petit peu survolé toute cette période. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Un petit micro, s'il vous plaît. Ouais. Je voulais simplement saluer le travail colossal d'inventaire, de localisation, de caractérisation qui est effectué par Franck. Hein, on le montrait hier, ça contribue considérablement à enrichir la carte archéologique pour cette période contemporaine, et c'est une contribution justement à l'archéologie des temps contemporains et des conflits mondiaux qui ont été remis à l'honneur dans la programmation nationale. Et il y a vraiment tout un projet, on essaie au fur et à mesure de réfléchir à comment on va intégrer ça dans la carte, et il y aurait un projet SIG complet à mettre en reprenant la typologie. Et ensuite, autre question, remarque, c'était de quels sont les sites, par exemple, qui seraient à protéger en priorité? Est-ce qu'il y a des sites en danger? Est-ce qu'il y a des aménagements qui les mettent à mal pour leur conservation et protection? Alors rapidement, oui, c'était la conclusion. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça après les avoir mieux connus finalement, puisque beaucoup étaient dans l'ombre jusque-là, en particulier les aménagements italiens qui personne ne s'en est jamais vraiment préoccupé. Alors que va-t-on en faire? Alors, il y a des projets. Il y a un projet en particulier de la communauté des communes de Palasque à Belgodère, justement pour le site de Bocacazel. Donc ils sont assez favorables justement à la valorisation de ce truc-là, qui permettra au public de comprendre cette période, mieux comprendre cette période. Et après aussi, par rapport aux dispositifs Maginot, il faudra peut-être en choisir un et essayer de le valoriser, de le faire vivre pour les mêmes raisons, quoi. Mais là, c'est vraiment le début de l'étude. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, la partie archéologie, les études de Cannes, ça n'a pas encore été commencé, quoi. Voilà. Et juste est-ce qu'avec l'inventaire, il y a un travail conjoint avec le service de l'inventaire aussi pour enregistrer les données, faire des campagnes photos, etc.? Pas pour l'instant, mais il y a eu quand même quelques informations qui m'ont été communiquées par l'inventaire et en particulier Jean-Charles qui est ici. Merci pour ce travail. Oui, Franck, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie, non. En 2016, en fait, il y a un inventaire sur l'architecture contemporaine remarquable qui a été dressé par la DRAC. Et en Conseil des sites avaient été présentés plusieurs édifices, justement, militaires. Et chacun ont été retoqués en disant que voilà, il y avait des priorités, que ça n'était pas une. Donc moi, je suis évidemment en désaccord total avec ça. Et je pense qu'il y a quand même une urgence aussi. On a un patrimoine militaire à ce niveau-là de la Seconde Guerre mondiale assez exceptionnel. Et justement, le label ACR pourrait venir pour une première étape dans un protocole plus large de patrimonialisation et de protection. Mais je pense que pour convaincre, il faut mieux les connaître et mieux les raconter. Donc je pense qu'à ce moment-là, on n'en connaissait pas assez, quoi, pour les rendre intéressants, parce qu'ils le sont. Juste pour l'inventaire, oui, ça peut faire l'objet d'une enquête thématique
ben moi, mener sur l'ensemble de la Corse ce que tu as fait jusqu'à présent. Oui, la première chose à faire, c'est vous communiquer le rapport, enfin en tout cas les parties du rapport qui concernent le bâti. Eh oui. Donc ça sera fait. Alors, très bien, mais je pense qu'il faut faire plus large. Il faut faire plus large parce qu'en fait, il y a tout le système du 19e siècle. Oui, bon, là, ça c'est la présentation. Non, je veux dire, c'est hors de votre présentation, mais il y a cette question du 19e siècle. C'est intriqué, oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre pratiquement ce que vous avez décrit si on n'a pas l'élément central du 19e siècle, avec quand même deux éléments. C'est les deux gares qui ont été fortifiées. En fait, on a la gare de la Caldaniche à la sortie d'Ajaccio, dont personne ne sait à quoi elle sert, parce qu'aujourd'hui elle ne sert plus du tout, ça fait très très longtemps, et en fait c'est la gare militaire d'Ajaccio, puisque Ajaccio, on considérait que désormais on pouvait attaquer Ajaccio depuis la mer, et donc il fallait avoir une gare de repli, et la gare de repli c'est la gare de Caldaniche, qui a été bâtie d'une certaine façon, pour pouvoir mettre des soldats en rang sur les quais, etc. Donc il y a ça, il y a alors, toutes les batteries qui ont disparu, dont il ne reste pas grand-chose. Je pense aux batteries de Maestrelli, etc., d'Ajaccio, et puis les batteries du golfe de Sagone. Il y a les trois batteries du golfe de Sagone, Dardane, sous la tour, et puis de l'autre côté San Giuseppe, qui n'existe plus. Voilà, je veux dire, il y a tout un ensemble, sans compter les batteries qui ont totalement disparu et qui ont été revendues, comme le Castelvetio à Ajaccio. Parce que le Castelvetio, à un moment donné, a servi de batterie de canon. Ça a été revendu dans les années 1850. On a ça dans les documents du domaine. Bah, il faudrait... Donc je pense qu'il faut faire... Moi, je me suis attaqué à ça, parce qu'il fallait que je me cadre dans une période, mais tout est tellement intéressant. Il faut trouver une équipe qui se charge de toutes les batteries et les fortifications de cette période, justement, du 19e siècle. Mais les fortins anglais de Saint-Florent, c'est super intéressant aussi. Oui. Voilà, oui. Ça, c'est encore un autre... Bon, là, c'était pas le propos d'aujourd'hui, mais il faudrait y penser, c'est sûr. Est-ce qu'il y aurait une autre question avant qu'on... Ah, alors oui, c'est vrai que l'intervention... Une petite question sur la présentation d'Astrid. En fait, on a été un peu rapide, pris par le temps, et il y aurait Patrick qui aurait une question. Juste une petite question, c'est par vraiment une interrogation de base. On voit que tu as montré une évolution entre la tour primitive, on va dire, et puis l'évolution en bastion. Et quand tu regardes une photo, une vue aérienne ou en plan, on a vraiment l'impression, ça donne l'impression que ces bastions, ils sont pas bien positionnés, ou plutôt tournés vers la terre, plus que vers la mer. C'est ça. Alors, est-ce que l'idée, c'est parce que la tour primitive, finalement, et comme tu as montré une évolution... Voilà, mais tu as montré donc une évolution et que donc ils n'ont pas pu, pour s'adapter, ils ont fait au mieux. Et que initialement, si la tour primitive avait été plus intérieure, le bastionnement aurait été tourné certainement. D'accord. Après le parapet, Bon, mais je vous remercie tous pour ces 3 journées riches en informations, en présentations.